Bonjour à tous et bienvenue. On va parler finale d'Europa League, mais on ne va pas parler du rectangle vert, non, pour cela je vous renvoie à l'excellente vidéo de présentation d'Arsenal-Chelsea par Willou, les liens sont dans la description. Non, nous on va s'intéresser au pays hôte de cette finale, l'Azerbaïdjan. Alors comme vous avez pu le voir, cela fait un tollé depuis quelques semaines, puisque le joueur arménien d'Arsenal, Henrik Mkhitaryan, ne pourra pas se rendre à Bakou et disputer cette finale. Alors, je pense déjà la première chose que sans la présence d'Henrik Mkhitaryan, le choix de la destination se serait passé tranquille. On aurait juste maugré un petit peu en disant oui, c'est vrai que pour les fans c'est très compliqué, notamment les fans anglais, puisque pour se déplacer d'Europe occidentale en Azerbaïdjan, ça coûte très cher et c'est assez compliqué. C'est beaucoup plus facile de rallier l'Azerbaïdjan de par le golfe Persique, voire même l'Asie et surtout la Russie. Donc en effet, à ce niveau-là, on aurait dit oui, c'est pas très bien, etc. Il y en a qui auraient un petit peu parlé des droits de l'homme et tout. Mais globalement, on va être très honnête, ce serait passé comme une lettre à la poste. Sauf que voilà, Henrik Mkhitaryan. Et il ne pourra pas jouer cette finale de par le conflit qui oppose donc l'Azerbaïdjan et l'Arménie. On rappelle que les citoyens arméniens ne peuvent pas rentrer en Azerbaïdjan comme ça, leur visa leur est refusé. Et en fait, c'est surtout que ça fait partie du conflit du Haut-Karabakh, qui est, on va dire, le centre un peu névralgique des tensions entre les deux États. Alors bon, cette vidéo, elle n'a pas pour but de vous apprendre l'histoire entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, hein. Par contre, je vais vous renvoyer à beaucoup de liens pour tous ceux que ça intéresse. Et c'est aussi le beau côté du football, c'est que ça peut nous ouvrir un peu au monde. Hein, je le dis souvent, mais le foot, c'est peut-être le meilleur prof de géographie que certains ont eu dans leur vie, notamment sur les matchs de Coupe d'Europe. Et là, c'est pareil, puisque là, on arrive dans le Caucase, une région qui est peut-être pas forcément la plus connue en France, avec la Géorgie. Région très sympa, j'imagine, hein, entre donc le sud de la Russie, Turquie, Iran pas très loin, bref, plein de choses à dire. Donc, on est dans le Caucase, et donc il y a le Karabagh. Et le Haut-Karabagh, excusez-moi. Même si le Haut-Karabagh, aujourd'hui, il se fait appeler, je vais pas vous dire de bêtises, que je veux bien le prononcer quand même, c'est important, Artsakh. Voilà, Artsakh. Aujourd'hui, donc, l'Artsakh, on va dire, qui a déclaré son indépendance en 1991, mais c'est un État qui n'est pas reconnu par la communauté internationale comme d'autres. Alors, en fait, si tu veux, donc le Haut-Karabagh, c'est un territoire qui était peuplé à immense majorité par des Arméniens. Sauf que, on va se rappeler que dans cette zone du globe, les relations étaient un petit peu tendues. Il y avait souvent des affrontements déjà entre l'Azerbaïdjan, ce qu'est l'Azerbaïdjan aujourd'hui, et l'Arménie, on va dire au début des années 1900. Ensuite, en 1917, vous avez l'effondrement de l'Empire russe, révolution russe, etc. Vous allez avoir donc les nations du Caucase, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui vont former un temps, quelques mois, une république, donc des trois États caucasiens. Bon, ça n'a pas duré, conflit interne, etc. Et il y avait déjà des tensions, justement, sur la zone du Haut-Karabagh. Bon, finalement, il va y avoir ensuite l'apparition des républiques socialistes en Europe de l'Est, puis l'URSS en 1922. Et donc on va schématiser, pour pas faire trop long, je cite, et pour faire très simple. Alors, en 1921, les autorités bolcheviques rattachent la province du Haut-Karabagh à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. Et en 1923, le Haut-Karabagh obtient le statut de région autonome au sein de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. Alors bon, petite carte, pour ceux que ça intéresse, Haut-Karabagh c'est là. Voilà, pour tous ceux que ça intéresse. Ça, c'est un reportage sur le Haut-Karabagh qui est sorti dans le magazine Géo de décembre 2018, que je vous reconseille tous. J'ai même mis un lien sur internet pour ceux que ça intéresse. Sauf qu'en fait, il y a un problème. Quand l'Union soviétique donc, rattache le Haut-Karabagh à l'Azerbaïdjan, c'est un territoire qui est peuplé, mais c'est même pas par immense majorité, c'est plus de 95% de la population qui est arménienne, de culture arménienne, etc. Avec toujours évidemment des petites différences, mais c'est un territoire peuplé par l'Arménie. Donc en fait, l'Arménie juge que c'est une erreur historique, et donc quand ça va commencer à s'effondrer l'URSS avec les dernières années, et notamment la politique de perestroïka menée par Mikhail Gorbatchev, vous avez en fait les gens du Haut-Karabagh qui vont, je vais vous citer tout de suite parce que je ne veux pas dire d'erreur dans les dates et autres, en 1988, donc le Haut-Karabagh fait sécession et vote son rattachement à l'Arménie. Moscou et Bakou refusent, de grandes manifestations ont lieu à Erevan, la capitale de l'Arménie donc, etc. Et donc ensuite, ça va nous déclencher, en 1991, ils vont se déclarer indépendants. Ensuite, il va y avoir la guerre du Haut-Karabagh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, avec la Russie qui vendait un peu des armes aux deux d'ailleurs. Le double jeu russe dans le Caucase, c'est quand même quelque chose, on remarque dans toute l'Europe de l'Est. Loïc, tu te reconnaîtras si tu m'écoutes. Et donc bref, depuis 1994, il y a eu officiellement un cessez-le-feu, sauf que vous avez souvent des tensions. Il y a notamment eu la guerre des 4 jours en 2016, qui a fait je crois à peu près 300 et quelques morts, mais un peu plus. Et souvent, c'est un peu problématique. Je vous ai mis quelques liens en description, notamment des reportages qui sont assez parlants, quand on voyait un peu les snipers, etc. Donc en fait, si vous voulez, c'est un territoire qui est toujours peuplé, mais par des Arméniens.
une immense majorité. Donc en fait, les Arméniens pensaient que ce territoire qui a été rattaché à l'Azerbaïdjan pour des raisons souvent assez politiques et notamment des manifestations anticommunistes qui avaient apparu justement à Yerevan, la capitale de l'Arménie. Donc ils jugeaient que ça devait revenir. Ça n'a pas été le cas, bref. Et aujourd'hui c'est un jeu de dupes avec divers alliés, donc c'est-à-dire l'Azerbaïdjan compte notamment sur son allié turc. Vous avez au milieu la Russie qui est plus ou moins dans un double jeu. Voilà, comme souvent, vous avez également l'Iran à côté, bref. C'est assez intéressant à étudier. Néanmoins, donc aujourd'hui c'est de par ce conflit-là que les deux pays ont notamment des problèmes, et donc Mkhitaryan ne peut pas être là, sécurité pas assurée, etc. Alors évidemment, l'Azerbaïdjan dit l'inverse, dit que la sécurité aurait été assurée, qu'un visa spécial lui aurait été délivré, et autres. Pourquoi ils vont dire ça? Tout simplement parce que c'est un pays qui mise énormément sur le sport, non pas, comme je l'ai entendu, pour redorer son image, mais je veux dire pour exister. Parce qu'on va être très honnête, on va prendre l'exemple du Qatar il y a 15 ans. Qui connaissait le Qatar? Alors il y a des gens, bien entendu, mais c'est comme je vous dis, c'est quoi la capitale du Yémen? C'est quoi la capitale d'Oman? Allez, à Oman, il y en a quand même des gens qui vont te répondre Mascat. Le Yémen, la capitale Sanaa, ville absolument magnifique, immémoriale. Bon, on est en train de niquer le Yémen, avec des armes d'ailleurs qu'on a envoyées, mais bon, c'est encore un autre débat. On s'en branle. Le Yémen, ils peuvent crever, pas de problème. Aujourd'hui, est-ce que tu peux attaquer le Qatar? Aujourd'hui, est-ce qu'on connaît le Qatar? Mais tout le monde connaît le Qatar, de par leurs investissements, pas uniquement sportifs évidemment, mais rappelez-vous, il y a une période où le Qatar voulait acheter toutes les compétitions sportives, voulait tout accueillir, pas uniquement le hand et l'athlétisme, absolument tout ce qui était possible et inimaginable, avec des aides sur des académies, sur plein de choses. Et bien l'Azerbaïdjan, ça se retrouve un peu pareil. Alors c'est pas pour des raisons de survie, c'est des raisons notamment pour exister au niveau international, pour avoir un rayonnement international qui soit culturel, diplomatique et politique. Et également financier, puisque l'Azerbaïdjan tire la grande partie de ses ressources de par le pétrole, qui est une énergie épuisable, donc de fait tu dois changer un petit peu à un moment donné. Et donc l'Azerbaïdjan mise notamment sur le sport, qui est donc les compétitions sportives sont les événements dans la vie normale qui te procurent le plus de médiatisation, j'en avais souvent parlé, notamment le football, mais pas que. On le voit notamment avec le Grand Prix de Formule 1 de Bakou, donc la capitale de l'Azerbaïdjan, vous avez le Grand Prix qui est carrément dans les rues de Bakou, qui joue beaucoup sur son côté, ce mélange entre le neuf et l'ancien évidemment, et en fait l'Azerbaïdjan, depuis une quinzaine d'années, accueille énormément de compétitions sportives. Vous avez de la lutte, vous avez de la boxe, vous avez mais quantité de choses. Vraiment, attendez, je vais vous citer un petit peu. Je suis allé, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises non plus. Donc ça peut être des championnats de femmes, d'hommes, etc. Les échecs aussi. Il y a eu de Islamic Solidarity Games, il y a eu les championnats d'Europe 2004. Bref, il y a eu plein de choses possibles et inimaginables. Donc selon le site officiel Bakouche, donc le site officiel des Olympiades des échecs, on dit que depuis 2002, Bakou a organisé plus de 36 événements sportifs majeurs. Donc ouais, c'est quand même très significatif. Et au milieu de tout ça, vous avez le sport numéro 1, le sport monde, le football. Rappelez-vous, Mamadou Falance, qu'est-ce qu'on voyait? Azerbaïdjan, Land of Fire. Et Land of Fire, si vous voulez, déjà c'est la terre de feu. La terre de feu, tu as envie de voir ce que c'est la terre de feu quand même. Avec, évidemment, j'imagine que la beauté des paysages du Caucase, jamais dans le Caucase, en Azerbaïdjan, en Géorgie ou en Arménie, mais elle doit être brutale, elle doit être magnifique. Et je pense que l'Azerbaïdjan a plein de choses, de merveilles naturelles, bien évidemment. Donc évidemment, Land of Fire, rappelez-vous aussi le sponsor de l'Atlético Madrid, c'était l'Azerbaïdjan, Land of Fire on mettait. Donc c'est quelque chose qui vous parle. Et aujourd'hui, le foot s'est diffusé dans le monde entier, et bien vous parlez, putain, de dire l'Azerbaïdjan. Qui aurait pensé, on va dire il y a 10 ans, aller au Qatar en vacances? Honnêtement, pas grand monde, mentez pas. Aujourd'hui, Doha, c'est devenu aussi une destination touristique du Moyen-Orient, et également pour faire, on va dire, une escale importante dans les longs courriers qui sont entre l'Europe et l'Asie. Alors c'est un peu plus compliqué actuellement pour le Qatar, de par le blocus aérien que lui imposent ses voisins, ce qui ralentit notamment ses vols, et donc on va dire les fréquences de vol de Qatar Airways. Néanmoins, c'est devenu de plus en plus important. Or, l'Azerbaïdjan, quand vous regardez un peu les politiciens, etc., tout ce qu'ils vous disent, les programmes touristiques, ils vous disent on est le croisement entre l'Orient et l'Occident, on est le croisement entre le Nord et le Sud, et on est tout au milieu, avec cette nature, cette terre de feu, comme on dit, avec Bakou qui est moderne, vous voyez un peu les images, avec ces tours un peu enflammées qu'il y a, ce Grand Prix en pleine ville, et le foot. Imaginez que Bakou a également été choisi c'est une des villes qui sera majeure lors de l'organisation de l'Euro 2020, qui aura même un quart de finale. Ça veut dire beaucoup. Rappelez-vous également pendant l'Euro 2016, j'ai retrouvé pour pas dire de bêtises, ils étaient sponsors avec notamment Sokar, Energy of Azerbaïdjan. Donc vous le voyez défiler sur tous les panneaux publicitaires lors d'un des plus grands événements sportifs au monde. Et c'est vrai que le foot, c'est absolument incomparable pour ça. Alors, il y a plusieurs aussi raisons. C'est que ça peut vous donner les attraits d'une nation potentiellement touristique, qui a un potentiel. Donc j'ai besoin d'annoncer, j'ai besoin d'images, j'ai besoin qu'on parle de moi. Le foot, c'est magnifique pour ça. Et on regarde, l'Azerbaïdjan est une destination touristique. Alors attention,
Ça reste très limité évidemment, mais ça augmente nettement. Alors c'est vrai que quand tu regardes les touristes qui viennent en Azerbaïdjan, on a une grosse augmentation notamment en Chine, plus 26% je crois l'an passé. Vous avez également de plus en plus au Pakistan, en Inde, etc. Puisque globalement, les gens qui viennent le plus, t'as des gens en Russie, des Turcs, t'en as un petit peu en Europe occidentale, c'est aussi en hausse, mais il y a quand même pas mal de retard. Alors ça a tempéré ces chiffres-là, parce que globalement, l'augmentation du tourisme en Europe de l'Est est constante. Je vous ai mis un lien dans la description. Mais le tourisme monte, ce qui est très important aussi quand tu sais que tes énergies pétrolières termineront bien un jour ou l'autre. Donc tu dois déjà anticiper plein de choses. Et c'est vrai que Bakou, à ce niveau-là, offre beaucoup de choses également pour les sciences, pour la création, bref, plein de choses. Donc en fait, on comprend pourquoi on veut organiser autant d'événements sportifs, c'est aussi une manière d'exister. Je veux dire tout simplement. C'est pas pour une idée de survie, etc. Et en même temps, tu promues ton histoire, c'est toujours mieux. Parce que quand tu prends de l'influence culturelle, l'Arménie c'est un petit pays, on est d'accord. Mais de par sa diaspora notamment, de par ses artistes et plein d'autres choses, la voix arménienne elle porte, même au niveau international aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Arménie est connue de par ça. L'Azerbaïdjan, est-ce qu'il y a des icônes culturelles azéries? Pas tellement. Donc le foot, quelque part, c'est aussi une porte d'entrée dans le grand Gotha, on va dire, de la reconnaissance internationale, soit de par la culture, les arts, le sport, ou que sais-je. Mais c'est avant tout une manière d'exister. Donc voilà, on pourrait revenir sur plein d'autres choses avec l'UEFA, ça je suis d'accord. Moi, je voulais faire cette vidéo pour expliquer ce qui motive un peu l'Azerbaïdjan à investir là-dedans, et aussi pour remontrer, pour redire que le sport, évidemment, et notamment le foot, dépasse évidemment le rectangle vert. Pour tous ceux qui s'intéressent au tourisme sportif, que j'en ai déjà parlé, j'ai mis les liens dans la description, et puis de tout ce que j'ai dit, pareil, vous avez tous les liens. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, puis bonne finale à tout le monde, je vous dis à bientôt.